Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 3 décembre, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. La présentation dans quelques instants de la première édition de Handipact à l'occasion de la Journée internationale du handicap. L'idée étant de montrer que le handicap n'est pas synonyme de fin de vie, mais de changement de vie. C'est ce que vous allez voir avec notre invitée Virginie Dubost. Focus sur le projet Adopt a Float, le concept adopter une balise flottante, c'est le projet que mène une classe de seconde du lycée Albert Ier. L'Institut océanographique de Monaco s'engage pour l'Antarctique et appelle à la création d'aires marines protégées dans l'océan austral, à travers notamment le lancement d'une campagne de sensibilisation. Pour nous en parler, nous recevrons le directeur général adjoint de l'Institut océanographique. La Société monégasque d'assainissement sensibilise les collaborateurs de la SBM aux bons gestes en matière de tri et beaucoup d'autres sujets encore à découvrir dans ce journal. Une journée sur le handicap s'est tenue aujourd'hui au Novotel, un forum qui présentait le Handipact Monaco mis en place par le gouvernement princier pour améliorer l'accessibilité et présenter les difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite. Plus de détails dans ce reportage de Christine Dapoty et Lionel Bernardi. Nous sommes tous concernés par le handicap. Il est donc essentiel de montrer au public le handicap tel qu'il est. Un forum qui avait pour objectif de parler du handicap, certes, mais aussi de sensibiliser le public et de montrer que les gens en situation de mobilité réduite ont une vie à vivre comme tout un chacun et qu'il est primordial de lever les obstacles qu'ils rencontrent au quotidien. Il y a des obstacles liés à l'accessibilité physique, mais aussi l'accessibilité numérique, et puis aussi la méconnaissance du handicap. Et notre objectif, c'est de faire connaître. Et quand on fait connaître, les gens sont préparés. Et c'est ça, un des principaux obstacles, c'est la méconnaissance. Cette journée est importante parce qu'elle permet aussi de montrer ce que l'on peut faire, parfois avec des moyens très simples. Pas forcément de gros budget, et puis évidemment aussi des solutions technologiques beaucoup plus évoluées et beaucoup plus coûteuses, mais qui doivent s'inscrire finalement dans un mouvement de solidarité de la société. L'objectif, c'est arriver à une société totalement inclusive pour les personnes en situation de handicap, qui soient capables d'avoir des projets de vie, des projets de carrière, de pouvoir se dire ce soir je vais pouvoir aller dans un restaurant parce qu'il est accessible et parce que je ne vais pas me retrouver devant la porte dans l'impossibilité de rentrer avec ma famille ne sachant pas où aller. Je crois que c'est des petites choses qui au quotidien sont extrêmement blessantes, extrêmement difficiles à vivre et pour lesquelles Monaco a voulu apporter des solutions et améliorer aussi cette question de l'accessibilité. Les solutions, c'est ce que nous essayons de faire, de sensibiliser. C'est pour ça que cette journée existe, de montrer toutes les facettes du handicap et comme j'ai eu l'occasion de le dire, de faire en sorte que le poids du handicap ne pèse plus uniquement sur la personne qui vit le handicap, mais soit réparti un peu entre toutes les personnes de la société. Qu'il soit visible ou invisible, le handicap peut être physique, mais aussi sensoriel ou mental. Il existe toute forme de handicap et Monaco travaille pour faire demain de la principauté une terre d'excellence en matière d'inclusion du handicap. Au cours de sa vie, tout le monde connaîtra une situation de handicap, qu'elle soit permanente, temporaire, situationnelle ou due au vieillissement. Nous sommes donc tous concernés par le handicap. Et à l'occasion de cette première édition, une personne inspirante était invitée et nous sommes avec elle. Virginie Dubost, bonsoir. Bonsoir. On vient de découvrir cette première journée Handipact, l'idée étant de montrer que le handicap n'est pas un synonyme de fin de vie, mais de changement de vie. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça, évidemment. Complètement d'accord. En fait, le handicap, on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas concerné, mais en fait, ça peut être le début d'une nouvelle vie, certes un peu différente, mais avec plein d'adaptations. On peut quand même vivre une vie sympa et faire plein de choses. Alors avant de parler justement de votre nouvelle vie et de votre vie de tous les jours, parlez-moi de votre parcours. Vous êtes tétraplégique suite à un accident de surf au Costa Rica, on peut en parler ? En fait, moi j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans l'univers du luxe et à Paris, et au bout de 10 ans, j'ai eu besoin de faire une rupture. Donc j'ai pris un congé sabbatique et je suis partie toute seule 6 mois en sac à dos faire le tour de l'Amérique du Sud dans une optique vraiment très minimaliste et j'ai parcouru tous les pays, c'était absolument fabuleux. Et au 5e pays, le Costa Rica, j'ai testé le sport national qui est le surf et qui s'est mal passé et en fait qui m'a laissé tétraplégique. Depuis, c'était il y a
il y a 6 ans et demi maintenant. 6 ans et demi, comment avez-vous abordé cette situation? Au début, j'imagine que ça a été probablement complexe et que c'est un changement complet de vie. Bien sûr, c'est un changement complet. En fait, au début, on est complètement dans le déni. Et au fur et à mesure, et notamment avec l'aide des proches, on apprend à se reconstruire, à réinventer son quotidien et à en fait avoir de nouvelles opportunités et reconstruire un peu, réinventer le champ des possibles, parce qu'on se rend compte qu'on peut quand même voyager, faire de jolies choses, de belles rencontres, qu'on peut avoir des amis, une vie affective, faire du sport, et qu'en fait, on peut faire tout comme avant, certes, avec des adaptations et de façon différente, mais on a accès finalement à tout comme tout le monde. Et qu'est-ce qui a été le plus dur finalement? Ça a été physiquement ou psychologiquement? Je pense que le plus dur, ça reste le manque d'autonomie physiquement. Parce qu'en fait, au-delà de la tétraplégie et du fauteuil roulant, j'ai mon bras droit qui ne fonctionne pas. Donc je suis dépendante d'auxiliaires de vie et d'aide pour m'aider sur les gestes du quotidien tout simples, comme par exemple mettre une veste pour sortir. Et en hiver, c'est vrai que c'est plutôt essentiel. Et donc voilà, ça va plutôt être le manque d'autonomie. Psychologiquement, au départ, bien évidemment, c'est un choc, parce que quand vous êtes à l'autre bout du monde avec une autonomie complète et quand vous faites plus de 2 ans d'hôpitaux avec une autonomie très très limitée, forcément on se demande ce qu'on va devenir, parce qu'en fait quand autour de nous on n'a pas d'exemple de personnes qui sont en fauteuil roulant et qui ont une vie, on se demande si c'est possible, parce qu'on n'a pas vraiment de schéma de rôle modèle qui nous montre ce chemin-là. Maintenant, de plus en plus avec les réseaux sociaux et notamment les Jeux paralympiques qui ont montré que le handicap pouvait être lié à la compétence et à la performance. Donc ça nous a fait beaucoup de bien et ça donne beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, quel est votre quotidien? Comment se passe une journée normale pour Virginie Dubost? Alors le matin, j'ai une auxiliaire qui vient m'aider pour me lever, me laver, m'habiller. Et le soir, j'ai un autre prestataire qui vient pour le coucher. Mais après, toute la journée, je suis autonome et puis j'ai une activité professionnelle très très variée. J'ai plusieurs casquettes et en fait, je n'arrête pas. Et je suis encore plus active qu'avant mon accident finalement, parce que je sensibilise sur les réseaux sociaux. Je suis conférencière également en entreprise pour témoigner sur des thématiques de résilience, de travail d'équipe et d'optimisme aussi. Et j'anime un tout nouveau podcast qui va sortir semaine prochaine, qui s'appelle Dialogue, sur les thématiques d'inclusion, handicap, RSE et égalité des chances, avec des politiques, des décideurs de grandes entreprises dans la tech, la santé, etc. Donc en fait, je suis très, très occupée, et la ligne conductrice en fait de tous ces projets, c'est vraiment l'impact et le sens. Et on se rend compte que cette nouvelle vie qu'a générée cette tétraplégie finalement, n'est pas moins bien que celle d'avant, mais que c'est une nouvelle chance. Et donc voilà, moi, si je peux être porteuse d'espoir pour les personnes qui ont un accident de la vie, tant mieux, et c'est ce que j'essaie de faire aussi sur les réseaux. Et en quoi c'est important d'être justement là aujourd'hui à Monaco? Ce que je trouve absolument très fort, c'est qu'en fait on peut se dire qu'une principauté comme Monaco, qui est symbole d'excellence, de luxe, etc., a peut-être autre chose. Enfin, moi j'étais étonnée que le handicap soit une priorité, parce que je ne pensais pas du tout que ça l'était. Et en fait, ça m'a complètement convaincue. Et je trouve ça génial. Aujourd'hui, au tout début de la journée, il y avait à peu près 80 personnes du protocole. Et je trouve ça hallucinant qu'il y ait autant de personnes qui soient impliquées. Et là, on ne parle pas de mots, on parle vraiment concrètement d'actions qui vont être faites tout au long de l'année. Et je trouve ça formidable. Donc, je n'ai pas du tout hésité longtemps lorsqu'on m'a proposé de participer à cette merveilleuse journée. Virginie Dubost, merci infiniment pour ce témoignage. Merci à vous pour votre invitation. Au lycée Albert Ier, une classe de seconde s'est lancée dans un voyage éducatif au cœur des mers et des océans. Le projet Adopt a Float est proposé par l'Institut de la mer de Villefranche. En adoptant une balise flottante, les élèves vont pouvoir recueillir des données environnementales. Une nouvelle approche pédagogique qui va permettre à ces jeunes d'être acteurs dans ce projet. Les détails dans ce reportage d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Parmi les milliers de balises sous-marines, le lycée Albert Ier vient d'adopter la sienne. Baptisé Prince Albert Ier, ce robot va arpenter les profondeurs de la mer Méditerranée tout en récoltant des données scientifiques. Si vous cliquez dessus, vous
vous voyez eh bien, son tracé. Alors nous, l'objectif, c'est que tout simplement, vous allez voir avec les scientifiques en biologie marine, vous allez analyser ces données qui peuvent être de l'ordre température, salinité, degré de chlorophylle. Les élèves, sous la supervision d'experts en biologie marine, vont analyser ces données durant l'année. Objectif, sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux en les rendant acteurs de cette récolte de données. Qu'ils aient une connaissance beaucoup plus accrue sur le monde des océans et notamment qu'ils voient la démarche scientifique qui est derrière et surtout qu'ils puissent eh bien, avoir un sens aux données qui sont par exemple données lors du GIEC ou lors des COP. Durant toute l'année, les élèves participeront à différentes activités accompagnés par des acteurs locaux. Qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des acteurs qui sont très proches d'eux, qui ont cette vocation de sensibiliser à la préservation des océans et peut-être, qui sait, qui deviennent des disciples du prince Albert Ier. Au terme de cette expérience, la classe de seconde espère pouvoir participer à la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en juin 2025. On reste dans le milieu maritime. L'Institut océanographique de Monaco s'engage pour l'Antarctique et appelle à la création d'aires marines protégées dans l'océan austral à travers le lancement d'une campagne de sensibilisation et la parution d'un ouvrage. Pour nous en parler, nous recevons le directeur général adjoint de l'Institut océanographique, Cyril Gomez. Bonsoir. Bonsoir. Je viens de le dire, l'Institut océanographique de Monaco lance une campagne de sensibilisation avec pour thématique « Qu'est-ce que l'on attend pour être heureux ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que cette campagne ? Cette campagne elle vise tout simplement à sensibiliser le grand public à l'importance de l'océan austral et à l'importance de protéger les pôles, en particulier parce qu'ils sont très loin, ils nous paraissent très lointains et pourtant ils sont si importants pour toute la planète. Et une des solutions pour protéger l'océan austral et les pôles, c'est la création d'aires marines protégées. Notre objectif, avec ce message positif, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux des aires marines protégées? Ça s'applique, c'est le bonheur pour les humains, c'est le bonheur pour les animaux. Notre objectif, c'est d'essayer sur un discours positif et lié à l'émotion, d'amener les gens à continuer à penser et à demander que des politiques publiques soient mises en place pour protéger l'océan et les pôles. Et pourquoi là, l'océan austral? À quel point l'océan austral est capital et a besoin d'être protégé des activités humaines? Alors, il est capital sur le plan environnemental et climatique parce que c'est vraiment une zone de l'océan où au niveau des courants, c'est un point très important pour définir l'équilibre du climat. Si vous cassez les circulations et les courants dans l'océan austral, vous cassez le climat et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et les activités humaines viennent aggraver l'impact du réchauffement climatique sur cette zone-là. Notamment, je prends un exemple, la surpêche du krill, qui est un vrai problème pour notamment créer de la nourriture pour les animaux, pour l'industrie agroalimentaire ou pour des cosmétiques, alors qu'il s'agit de la base de l'alimentation dans l'océan austral. Vous savez, on dit en océan austral, soit vous êtes du krill, soit vous mangez du krill. Donc c'est vraiment à la base de la chaîne alimentaire. Et pour cela, donc, une campagne de sensibilisation, elle se traduit comment ? Elle se traduit par la mise en scène d'animaux. Mise en scène, le mot est un peu fort puisque ce sont des animaux, des photos non retouchées, donc des animaux dans leur environnement naturel, qui, on les voit finalement, ces espèces emblématiques, vivre dans leur habitat, en liberté, heureuses, et finalement les protéger, protéger leur habitat, c'est aussi nous protéger nous, même s'ils nous paraissent très loin. Et où est-ce que l'on va pouvoir découvrir cette campagne de sensibilisation ? Alors on va pouvoir découvrir cela dans différentes publications partenaires et notamment dans Monaco Info. On va pouvoir découvrir cela aussi par affichage, donc d'abord dans la région. L'objectif, donc vous l'avez dit, c'est une aire marine protégée en Antarctique. Ça correspond quand même à 4 millions de kilomètres carrés, c'est ça ? Oui, exactement. Et ce sont plutôt 3 aires marines protégées. Donc c'est un réseau d'aires marines protégées qui est proposé. Alors la première de ces 3 aires marines protégées a été proposée en 2012, la dernière en 2018. Et
il n'y a absolument aucun problème sur le plan scientifique. On sait qu'il y en a besoin, on sait où les mettre, on sait à peu près quelles mesures de protection il faudrait mettre en œuvre. Le blocage est purement politique. C'est lié au mode de gouvernance de la protection de l'océan austral. Et donc il est important de continuer à demander évidemment au grand public d'être sensibilisé, mais au pouvoir public surtout, de débloquer cette situation qui finalement n'est pas un problème sur le fond, et bien un problème purement politique. Et puis ça nous paraît aussi important de poser le discours, et c'est pour ça qu'on a sorti un livre. On est allé en Antarctique, on est allé sur place avec des scientifiques. On a sorti un livre qui s'appelle Plaidoyer pour l'Antarctique. Absolument, aux éditions Flammarion. Qui est sorti aux éditions Flammarion le 27 novembre et qui présente les enjeux. Alors c'est un discours abordable par le grand public, mais qui s'adresse aussi aux décideurs et qui présente bien sûr les enjeux de l'océan austral et de l'Antarctique, mais aussi un dialogue entre la science et le secteur privé pour identifier les solutions permettant de protéger ces environnements-là. Un plaidoyer pour l'Antarctique aux éditions Flammarion. Pourquoi pas une idée pour les cadeaux de fête de fin d'année. Cyril Gomez, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, au revoir. Bac jaune, vert, gris, pas toujours simple de s'y retrouver lorsqu'il s'agit de trier ses déchets. Pour faire une mise au point et expliquer l'importance du tri, la SBM organise en ce moment des ateliers pour son personnel, en partenariat avec la Société monégasque d'assainissement. Sarine Carrier et Olivier Bonello ont participé à l'un d'entre eux. Voyez le reportage. Le tri, ce n'est pas nouveau. Pourtant, les erreurs sont encore fréquentes. Dans le bac à verre ne doivent se trouver que les contenants en verre, donc les bouteilles, les pots et les bocaux. Quand on casse de la vaisselle, que ce soit des tasses, des assiettes, ça va dans le bac gris, le bac des ordures ménagères. Et quand on casse un verre à boire, le verre à boire, on en casse tous à la maison ou dans l'activité professionnelle. Ce verre est composé on rajoute des métaux comme le plomb. Et effectivement, le verre cassé et la vaisselle cassée vont dans le bac gris pour la valorisation énergétique. En tant que premier employeur privé de la principauté, la SBM se doit de montrer l'exemple et estime qu'une petite piqûre de rappel des bonnes pratiques auprès de ses collaborateurs est toujours la bienvenue. Cela fait partie d'un ensemble d'actions que nous développons pour le développement durable, qu'il s'agisse par exemple de l'élimination des plastiques à usage unique ou encore de la mise en place et du suivi de notre registre des déchets. À la sortie, les participants ressortent convaincus et plus motivés. Beaucoup pensent que le tri ne sert à rien, qu'après ça n'arrive pas dans des camions communs. Et là, effectivement, c'est flagrant. On a vu tout le circuit, on sait où ça va à Cannes, ça va à Monaco, comment c'est trié. Donc j'ai trouvé ça très bien. Voilà, on a des vraies réponses concrètes. Mercredi à 19h en basket, Monaco reçoit l'Olympiakos en Euroleague. Un match important, les deux équipes sont au coude à coude dans le classement, avec tous les deux 8 victoires pour 4 défaites. Je vous propose d'écouter l'ailier de l'AS Monaco, Alpha Diallo, à propos du nouveau collectif que propose la Roca Team sous Vassilis Spanoulis. I think stats-wise, we're sharing the ball a lot more. 27 assists last game, 25 assists the game before. So sharing the ball and getting our bigs more involved, I think is helping us a lot. I think it's a great feeling, when your guards are moving the ball and getting everyone involved, everyone, is happy and ready to play defense for you. So I think everyone's on the right track. We all have one goal, and that's to win. So it's helpful. Olympiacos is a very tough physical team, a very systematic team. So we got to be really dialed in for 40 minutes and rebound the ball. They could really rebound. They send 3-4 guys to the rebound every time. So we have to box out and run our transition game. En basket toujours, le tirage au sort de la Coupe de France vient d'avoir lieu. Les huitièmes de finale se joueront le 7 janvier à 20h. Monaco se déplacera contre Blois, qui est actuellement 5e du championnat de Pro B. On reste dans la Coupe de France, mais en football. Le tirage au sort des 32e de finale s'est déroulé hier au soir à Paris et Monaco se déplacera du côté de Toulouse pour rencontrer le club de l'Union Saint-Jean qui évolue en Régional 1. Ça se jouera le week-end du 21 et 22 décembre et à cette occasion, le club monégasque vient de présenter une réédition limitée du maillot porté lors de la saison 1959-1960, au cours de laquelle le club a remporté la Coupe de France, le premier trophée de son histoire.
Une dernière info sportive, la Fédération monégasque d'athlétisme vient d'annoncer que la Principauté organisera les championnats des petits pays d'Europe en 2026, le 30 mai précisément. Cet événement réunira des athlètes venant de 18 pays, des petites nations européennes telles que l'Albanie, l'Azerbaïdjan, la Moldavie, Chypre, la Géorgie ou encore par exemple le Monténégro et bien sûr Monaco. De nouveaux visages dans les ateliers d'artistes de la direction des affaires culturelles situés quai Antoine Ier, fraîchement arrivés depuis quelques semaines à peine. Les membres du comité d'attribution sont venus leur rendre visite. Mais qui sont ces artistes? La réponse dans ce reportage de Marie Bonnet-Blanc. Une diversité artistique internationale, c'est le parti pris du comité d'attribution pour ce nouveau vivier de talent. Ils sont 4 nouveaux artistes à prendre résidence ici avec un seul objectif en tête, créer. Me donner la chance d'explorer, d'ouvrir mes horizons et que ça se reflète dans ce que je crée. Voilà. C'est ça l'objectif en fait. J'ai envie de m'éclater surtout parce qu'à la base j'ai choisi cette voie-là un peu pour ça aussi, pour passer de bons moments pendant que je fais quelque chose qui est censé me faire vivre entre guillemets. Donc c'est ça l'objectif, c'est de créer au maximum que je peux. Créer en venant d'univers différents. Parmi les autres recrues, un artiste indien et 2 étudiantes du pavillon Bozio. C'est une grande chance parce que c'est un espace très large et très grand où on peut vraiment produire, que ce soit du personnel ou des scénographies pour des projets extérieurs. Donc c'est vraiment un espace de création complet et total et qu'on partage, donc c'est encore mieux. Déjà la lumière, l'ambiance qui aide beaucoup à trouver de l'inspiration, bien sûr. Et ensuite, tous ces projets 3D deviennent pièces à un moment, donc c'est juste le stade de la recherche. Mais ils se matérialisent et c'est génial d'avoir un espace qui permet ça. Un comité qui vient rencontrer ces nouveaux artistes afin de découvrir leur personnalité, leur technique, mais aussi leur rapport avec Monaco. Et le bilan est plutôt positif. Une diversité, mais réunis autour d'une forme d'excellence. Je trouve intéressant qu'ici, justement, des élèves, enfin des anciens élèves du pavillon Bozio puissent dialoguer avec des artistes qui viennent de très loin, avec des pratiques extrêmement différentes et que ça se crée une sorte d'émulation dans un espace très réduit au sein de ces résidences. Et c'est l'idée, je pense, de toute résidence d'artistes, c'est de pouvoir créer des rencontres, provoquer des rencontres et faire en sorte de produire finalement des restitutions au terme de ces résidences qui soient extrêmement variées, mais tout en lien avec la spécificité de Monaco. C'est parti pour 6 mois de travail autour de l'art, évidemment sous toutes ses formes, capillaire, dessin, peinture ou encore de la scénographie. Frank Sinatra, le plus grand crooner de tous les temps. Eh bien, un concert hommage a été organisé hier au soir à l'Opéra Garnier avec au chant l'un des plus grands ténors de notre époque, Vittorio Grigolo. Un reportage de José Sacré et Olivier Bonello. Strangers in the night, exchanging glances, wondering what were the chances. Vittorio Grigolo, l'un des plus grands ténors italiens de notre époque, était lundi 2 décembre sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo pour rendre hommage à Frank Sinatra. Pour ce spectacle, Vittorio Grigolo oublie sa voix de ténor, d'opéra et devient crooner, accompagné par 2 orchestres, l'Orchestre Philharmonique Verdi de Salerne et le Jazz Orchestra de Salerne, sous la direction de Demo Mosselli. J'ai toujours aimé ce style de crooner. J'ai aussi des autres fantastiques crooners, mais ce soir, c'était l'hommage à cet homme qui a fait 100 ans. Et aussi, comme on a célébré Puccini l'autre jour, on vient de célébrer les 100 ans de cet incroyable artiste. Ce projet d'hommage à Frank Sinatra a été initié par Tony Renis, un célèbre compositeur de chansons italiennes et mentor de Vittorio Grigolo. Le projet, c'est ça. Il m'a dit, si tu veux faire ce projet, je veux qu'on n'entende pas le ténor. Donc on a fait un grand travail avec lui pour chercher de ne pas faire And now the end is near. Non, vous comprenez ça? Ce que vous avez dit ce soir, c'est le crooner, de faire sortir une voix qui a une éducation technique et surtout a une histoire, parce que ma voix, elle a une histoire de 30 ans d'opéra, mais on n'a pas écouté le ténor. Night and day, you are the one, only
Les gens ce soir, ils se sont régalés. Des beaux moments, je pense. Non? Moi, je me suis amusé et eux, ils ont fait la fête. Je serai ici au Théâtre de Monaco pendant tout le mois de décembre. Pendant les fêtes, la dernière soirée, ça sera le 31, le dernier jour de l'an. Donc on va faire la fête à Monaco tous ensemble, avec les Désirs d'amour et l'opéra. To you. En bref, la direction du lycée Régnier 3 a organisé lundi, peu après 17h, vous le voyez, une cérémonie de remise des diplômes de certification de formation générale, de CAP, de BTS et de bachelier. Ce sont plus de 130 élèves diplômés de la promotion 2024. Dans un tout autre registre, la mairie de Monaco a organisé place du marché sa traditionnelle oursinade hier au soir. Prochain rendez-vous, la soirée corse qui se déroulera au même endroit, au marché de la Condamine, le 12 décembre, dans le cadre du 15e anniversaire du jumelage entre Monaco et Luciana. Passons à la météo avec Frédéric Elion. Qu'avez-vous prévu pour demain, Frédéric? Du beau temps, Fabien. Quelques nuages, mais globalement, la journée sera bien ensoleillée. Mercredi du matin au soir, les températures seront comprises entre 8 et 14 degrés. Mercredi 4 décembre. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Barbaras. Merci Frédéric. Nous voulions vous montrer cette photo, celle du couple princier et de ses enfants. Vous le voyez, ils sont prêts pour célébrer Noël. C'est une photo d'Éric Maton. On reste dans le domaine photographique avec les clichés du jour pris par Stéphane Dana et consacré aujourd'hui à la remise des diplômes de BTS de la promotion 2024 du lycée Régnier 3. On se retrouve pour une nouvelle édition mercredi 19h. Je souhaite de passer une excellente soirée. À demain.